François Bayrou, on va fêter cette année le 10e anniversaire des 10e édition des Idées mènent le monde. Vous nous en avez souvent parlé, bien sûr, dans les présentations, quand vous annoncez avec Philippe Lapouster le thème, la thématique. Mais si on fait un retour en arrière, vous êtes élu donc le maire de Pau le 30 mars 2014, une date importante. Et puis rapidement après, vous annoncez effectivement la création des Idées mènent le monde, qui ont lieu la première fois donc au mois de novembre 2014. Mais très franchement, d'où est venue cette idée? C'est quoi vraiment le point de départ de cette idée que vous avez eue? Alors, vous m'arrachez mes secrets. Ça n'est pas venu après l'élection, c'est venu avant. Et c'est venu comment? Comme ça m'arrive très souvent, mon imagination travaille toute seule quand je dors. Nous avions programmé pendant la campagne une annonce, une conférence de presse un matin sur notre programme culturel. Tout le monde sait que j'attache beaucoup d'importance à la culture pour mille raisons dont on reparlera peut-être. La conférence de presse était programmée et je n'avais rien écrit. Donc je me suis couché le soir tard parce que c'est les campagnes électorales. Et je me suis levé le matin, l'idée était venue toute seule pendant la nuit. Et j'avais une référence qui sont les Journées de l'histoire de Blois, autour des thèmes historiques, et qui ont donné à Blois une réputation, un succès annuel important. Et dans la nuit, ce qui est venu à moi, c'est qu'il y a une chose dont on ne parle jamais, c'est l'évolution des idées. Si vous regardez l'histoire du siècle ou du millénaire, ce qui est frappant, c'est à quel point les idées dominantes façonnent les sociétés. Et dans un temps inquiet comme le nôtre, et donc j'ai fait la conférence de presse le matin, et j'ai dit, nous allons mettre en place une manifestation à l'image ou qui ressemblera aux Journées de l'histoire de Blois. Elle sera consacrée à l'histoire des idées et on l'appellera « Les idées mènent le monde ». Parce que j'avais aussi trouvé dans le fonctionnement nocturne de mon imagination, j'avais aussi trouvé le nom. Alors évidemment, personne n'y croyait parce que personne n'arrivait à voir ce que ça pouvait être, parce que j'avais fixé une deuxième contrainte, c'est que tous ceux qui viendraient le feraient bénévolement et que tous les organisateurs seraient bénévoles. Pourquoi ? Parce que je trouve que le but de cette manifestation, qui est en fait à la fois de réfléchir ensemble et de donner de la fierté à cette communauté humaine que nous formons ensemble. Si on paye, on n'a aucun mérite à avoir les gens. C'est des mercenaires. Ils viennent ici comme ils iraient ailleurs. Mais si tout le monde est bénévole et si c'est la règle, eh bien ça veut dire qu'ils choisissent de venir. Et cette règle, je l'ai imposée et avec Philippe Lapouster, nous avons organisé la totalité de ces manifestations sur ce principe auquel nous n'avons jamais dérogé. Alors c'est compliqué parce que de plus en plus, les gens veulent être payés pour venir parler. Et nous, on n'a jamais accepté. Alors ça m'amène à dire un mot de Philippe Lapouster. Voilà, pourquoi Philippe Lapouster, votre compagnon de route sur cette merveilleuse aventure? Parce que Philippe Lapouster et moi, bon, c'est des histoires de vie, c'est des coups de foudre. Philippe Lapouster l'était le patron de l'information sur la grande radio RMC, qui était la grande radio du Sud. Il avait un studio à Paris. Et c'est, à mes yeux,
le meilleur intervieweur que j'ai jamais rencontré. Et donc, il m'invitait dans son émission, il a invité dans son émission le jeune homme politique que j'étais à l'époque. Et on avait tellement eu comme ça, un coup de foudre réciproque qu'il m'a invité quand il a fait sa dernière à RMC. Parce qu'il a quitté RMC quand RMC a été vendu à la veille dans cette grande entreprise qui est devenue après RMC, BFM, tout ça, puis qui a de nouveau éclaté après, et qui maintenant est dans cette galaxie des radios très, on va dire, populaires. Et donc, il ne voulait pas que soit, sans doute à ses yeux, bradé l'idée qu'il se faisait de son métier. Et il avait aussi conduit des dizaines, peut-être des centaines d'interviews pour la télévision avec des personnalités hors du commun chaque fois. Et il se trouve que ça correspondait exactement à l'idée que je me faisais. Et puis Philippe Lapousterle, il a participé à la saga de mes candidatures présidentielles, et donc c'est un lien qui s'est renforcé au fil du temps. Et quand on a été élu, je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas venir faire ça avec moi? Il faisait ça déjà dans d'autres villes, sous des formes différentes, mais comme une œuvre personnelle partagée entre lui et moi, partagée avec beaucoup d'affection et beaucoup de rire, parce que c'est assez drôle. Il se trouve qu'on a partage beaucoup le sens des êtres d'exception. Des gens qui sortent de l'ordinaire, soit par leur vie, soit par leur œuvre, soit par leur science. Vous savez bien qu'on a reçu des prix Nobel. Et donc, c'est infiniment... C'est une aventure amicale et humaine que nous conduisons ensemble. Et nous le faisons vraiment tous les deux ensemble. On s'assied à table, on dit... on a des rituels comme ça. On dit qui on invite cette année, qui ferait résonance. Alors on commence toujours par Victor Hugo, mais il n'est pas disponible. Jean-Paul II, mais il n'est pas disponible. Et puis après, on essaie de bâtir dans tous les domaines qui nous intéressent, que je vais évoquer avec vous, les personnalités les plus marquantes. On essaie de trouver des gens qui ont écrit des livres, parce que ça permet au public d'acheter le livre, c'est-à-dire de garder un lien avec l'auteur et la rencontre et les dédicaces, etc. Alors, qu'est-ce qui nous intéressait il y a une phrase de Nietzsche qui m'a toujours ému ou intéressé ou alerté. Nietzsche dit « Les idées qui mènent le monde arrivent sur pattes de colombe ». Ça veut dire sans faire de bruit. On ne s'en aperçoit pas. On a l'impression que le monde n'a pas changé, et en réalité, c'est un tremblement de terre profond qui est en route, mais qui ne fait pas de bruit. C'est souterrain. Et donc, cette préoccupation fait que nous nous intéressons à tous les domaines accessibles de l'activité humaine. J'ai parlé de la science, mais
ça peut être de la musique, ça peut être du cinéma, ça peut être de la littérature, ça peut être de l'histoire, ça peut être de la psychanalyse, ça peut être de la philosophie, ça peut être de la sociologie. La seule chose qui nous intéresse, c'est que la personnalité qui va s'exprimer, soit par le sujet qu'elle traite, soit par sa vie, soit par son œuvre, soit hors du commun. Et nous avons une règle, une autre règle, qui n'existe pas ailleurs, c'est que nous refusons les combats de coq. Oui, c'est le temps long. L'invité s'exprime. Vous savez bien, vous invitez un type qui dit blanc, un type qui dit noir, et ils font un combat de catch, et tout le jeu, c'est d'avoir la répartie la plus dure pour que le public applaudisse. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est un choix absolument déterminé. Ce qui nous intéresse, c'est que il n'y ait pas d'agressivité, que la personne qui vient s'exprimer puisse communiquer à ceux très nombreux qui viennent l'entendre le plus profond de ce qu'elle est, de ce qu'elle croit, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle a vécu. Et Philippe, dans ses interviews, c'est lui qui fait le plus grand nombre d'interviews, la presse locale aussi, c'est la profondeur de ce qui s'exprime. Le public, on le voit souvent, sort de ces rencontres perturbé, plein de réflexions, ça fait avancer la pensée. Est-ce que vous aussi, du coup, avec les autres responsabilités que vous avez, c'est aussi un cheminement qui vous aide? C'est-à-dire, je les ai choisis avec Philippe, je les ai choisis, et c'est très souvent moi qui les appelle. C'est des gens que je connais, que nous connaissons, avec qui on a partagé 1000 années, aventures de vie, de rencontres, parfois d'affrontements, souvent d'adhésions. Et c'est comme ça qu'on fait les plateaux. Mais je parlais de fierté, je veux aller encore un peu plus loin sur ce sujet. L'idée que j'avais au départ, c'est que vienne à Pau et s'exprime devant nos concitoyens de la ville ou de la région, que viennent à Pau des personnalités éminentes. Comme vous savez, c'était vrai, je disais ça hier soir, dans une manifestation de la presse locale, les Étoiles de l'économie. Quel était le principal obstacle quand nous avons été élus? C'était que la plupart des gens ne savaient pas où était Pau. C'était un nom bref, mais dans lequel on ne savait pas quoi mettre et on ne savait pas où c'était. Et c'était d'autant plus vrai dans le monde intellectuel. Et pire encore, c'était vrai pour les Palois. Ils se considéraient, au fond, comme frappés du regard de ceux qui voyaient en eux des ploucs. Et moi, je suis un peu orgueilleux pour cette ville, pour cette région, pour cette langue, pour cette culture, pour cette aventure humaine d'une petite région qui a dans l'histoire une place qui ne ressemble à aucune autre. Et je détestais cette idée de relégation. Il y a ceux qui avaient droit, ceux à Paris, qui avaient droit aux grands débats, aux gens intelligents, au siège des télés. Ça ne vous frappe pas que tous les médias en France sont à Paris, et les médias audiovisuels en particulier? Et ça me faisait bouillir de rage. Et donc, c'est comme ça que j'ai présenté cet événement.
Et je me souviens d'un fait très, très significatif. Je ne citerai pas de nom. Quand on a eu le débat sur la création des idées mènent le monde, un de mes opposants, quand j'ai expliqué qu'on ne paierait pas les gens, a dit « Mais si on ne les paie pas, pourquoi viendraient-ils à Pau ?» Et aujourd'hui, pourquoi viennent-ils? Et j'ai trouvé que, au fond, il y avait dans cette phrase tout le malheur du monde, tout notre malheur du monde. On a une université brillante, elle est labellisée parmi les universités de premier plan scientifique, on a des industries, on a des centres de recherche, on a une familiarité avec le monde du numérique à dimension planétaire. On a le plus beau paysage du monde, regardez derrière vous. On a un peuple de gens intelligents, distingués. Et simplement, nous avions fini par accepter l'idée que nous étions de deuxième rang. Aujourd'hui, Et je ne supporte pas l'idée que nous sommes de deuxième rang. Je pense, j'ai des idées bizarres, je pense que tous les ministères devraient avoir des antennes en province. Pourquoi est-ce que le pouvoir serait réservé à des gens qui sont à 800 km d'ici? Pourquoi est-ce que la vie intellectuelle leur serait réservée? C'est le malheur français. Il y a eu, après la guerre, un sociologue qui a écrit un livre qui a été célèbre, qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelait « Paris et le désert français ». Et maintenant, c'est Paris, les métropoles et le désert français. Et on est aussi loin des uns que des autres. Et tout mon plan, tout mon travail, tout mon investissement a été pour effacer ça. Et vous m'interrogiez sur le souvenir que j'avais des débuts des idées mènent le monde. Donc on a organisé les idées mènent le monde au mois de novembre après notre élection. On l'avait fait vite puisque c'était quelques mois seulement après. Et je dis souvent à mes amis, c'est ce jour-là, ce week-end-là, que je suis devenu vraiment maire de Pau. Parce que jusqu'alors, un hurluberlu qui leur racontait qu'on allait avoir les plus grands chez nous, bénévolement, que ça serait tous les ans et que ça allait créer des liens. Ils entendaient ça et ils disaient « Cause toujours, tu m'intéresses ». Parce que j'y croyais pas. Et puis on l'a fait dès la première année et ça a été une réussite tous les ans. On l'a fait dès la première année et ils se sont dit « Mais au fond, c'était vrai ». Et quand on est le lundi matin, suivant la clôture du premier week-end des idées mènent le monde en 2014, quand on est allé prendre le café, Philippe Lapousterle et moi, en ville le matin, j'étais maire de Pau. Les gens sont venus. Et tout d'un coup, ce qui paraissait impossible était devenu possible. Donc ils ont compris que ça n'était pas du blabla, que c'était un vrai projet avec les moyens humains, bénévoles, de réaliser le projet. Ils ont compris tout d'un coup que ce que je leur racontais sur le thème « on n'est pas une ville comme les autres, on va faire des choses qui ne sont pas comme les autres », ce qui est aujourd'hui devenu pour beaucoup de ceux qui vivent là une réalité. Ils m'arrêtent en disant « mais c'est une ville formidable, on est venu s'installer, on est venu de Paris, on est venu de Lyon, on est venu d'Australie ou d'Amérique latine ». C'est pas une ville comme les autres. Ce que nous savions, mais que personne ne savait.
Et dernière dimension, les intellectuels qui viennent, n'oubliez jamais ça. Et ils deviennent à leur tour des propagandistes, des communicants des idées mènent le monde. Donc, très, très profonde aventure, pas seulement belle aventure, très profonde aventure. Et au fond, c'est celle qui illustre le mieux le slogan que nous avons choisi, capitale humaine. Le capital, parce que cette concentration de gens de premier plan qui ont quelque chose à transmettre et qui sont heureux de transmettre et qui ne sont pas sous pression. Ils savent que moi, j'ai toujours été frappé par quelque chose. Quand on aime quelqu'un, on ne voit que ce qu'il a de plus précieux. Les autres voient ses défauts. Mais qui a raison? Quel est le plus juste des abords de l'appréhension d'un être humain? C'est celui qui l'aime. C'est la maman qui aime son enfant, c'est le père qui aime son enfant, c'est l'amoureux qui aime l'autre, c'est le chef d'une équipe qui aime les gens de son équipe. Quand il y a un chef et qu'il y a une équipe, le chef, il voit ce que chacun a de meilleur et il l'entraîne. Eh bien, cette approche-là, tous ceux qui viennent parler à Pau, aux idées mènent le monde, c'est ça qu'ils attendent. Ici, on n'est pas là pour les flinguer. Qu'on soit d'accord avec eux ou pas, on considère qu'ils ont quelque chose de précieux à transmettre. Il y a ici justement un rapport très particulier avec le public. On pourrait l'estimer passif puisqu'il écoute, et tous les invités disent non, le public n'est pas passif, et on le voit après lors des dédicaces. On a vu des invités passer 4 heures, 5 heures, 6 heures de dédicaces à discuter avec tout un chacun, certains être en dédicace le samedi, revenir le dimanche pour continuer. Ça aussi, c'est un phénomène très palois. Ben, c'est fait pour ça. Vous comprenez bien que si le pari, celui que nous avons fait, c'est la profondeur de la rencontre, ça se transmet devant la salle ou les milliers de personnes parfois, puisqu'on retransmet les rencontres dans plusieurs salles à la fois. Donc avec les groupes qui sont là pour entendre, et après ça se prolonge individuellement, parce que chacun veut le voir ou la voir. Et donc tout ça c'est exactement le même sens, tout ce que j'essaie de te dire. La vie que nous connaissons aujourd'hui, elle est profondément marquée de superficialité. La communication, comme ils disent, entre guillemets, c'est si souvent artificiel ou superficiel. Vous savez, on dit les éléments de langage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, avant de parler, tout est réglé à l'avance. Ce qu'ils vont dire ne présente aucune surprise. Vous pourriez, la plupart du temps, quand ils parlent, les puissants, entre guillemets, vous pouvez savoir ce qu'ils vont dire, vous n'avez aucune surprise. Et nous, ici, ce que nous voulons, c'est le contraire. C'est que se dévoile, par la magie du dialogue, c'est que se dévoilent des aspects secrets, discrets, dissimulés, et que tout d'un coup, celui que vous avez en face de vous, c'est plus le même qu'à la télé. Dans tous les sujets, dans tous les thèmes que vous avez choisis depuis 9 ans avec Philippe Lapouster, il y a toujours une note positive.
Ben, Le c'est fait bonheur, la exprès. jeunesse. C'est fait exprès. Alors, il y a deux choses qui sont pour moi inacceptables. C'est la première, le catastrophisme. Quand on connaît un tout petit peu l'histoire des 2500 dernières années de l'humanité, c'est très bref, 2500 ans. C'est peu de générations, en définitive. C'est moins de 100 générations. C'est-à-dire, vous prenez un fils, un père, un grand-père, et vous les mettez sur cette scène. Donc c'est au fond très peu de temps et d'individus. Mais quand on connaît un peu l'histoire de l'humanité, vous ne trouvez pas qu'il y avait vraiment beaucoup plus de raisons de désespérer que nous n'en avons? On a connu, il n'y a pas longtemps, des sacrifices humains, l'esclavage, dont j'ai dit un jour que c'était un crime contre l'humanité commis par toute l'humanité, y compris les peuples victimes qui étaient en même temps persécuteurs et bourreaux. On a connu des crises effrayantes, on n'avait pas de quoi nourrir le monde. Il y avait un très grand intellectuel, je crois il a fait des émules, aujourd'hui, au XIXe siècle, il s'appelait Malthus, il prétendait que si on dépassait 800 millions d'humains, on ne pourrait pas les nourrir, qu'on allait mourir de faim. Et on meurt moins de faim aujourd'hui que nous sommes 10 fois plus nombreux, 8 milliards, qu'on ne mourrait de faim à l'époque. Les progrès technologiques sont inouïs et posent chacun des questions. L'âme des peuples n'a pas changé, en fait. Et si vous enlevez les plus de 40 ans et tous ceux qui sont infirmes chez les hommes, il y a quoi? Un garçon sur deux qui a été tué. 1 300 000 morts. Et 4 millions ou un peu plus de blessés. Une saignée épouvantable qui venait de ce que on avait bêtement fait la guerre de 70, on l'avait stupidement perdue, mais on l'avait voulu. Et qu'après, c'est un enchaînement d'histoires épouvantables, jusqu'à Hitler. Et on s'en est sorti. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas la désolation, c'est pas le catastrophisme, c'est pas le déclinisme. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la sève, la jouvence. Et donc, oui, nous choisissons exprès tous les ans des thèmes qui laissent l'avenir positif et ouvert. Et qui permettent à chacun, en sortant, d'avoir une petite, peut-être, mais au moins une raison d'espérer de plus. Ce sera encore le cas cette année? Et ça sera encore le cas cette année, parce que répondre, pas répondre, mais en tout cas illustrer la question, est-ce ainsi que les hommes vivent? Ça prouve qu'il y a des raisons de vivre, et qu'il y a des manières de vivre, et qu'il y a des chemins pour vivre. Et rien que ça, c'est remplir notre vocation de citoyens, de pères et mères de famille, de frères et de sœurs, d'amis, d'élus, en disant mais
notre vie n'est pas perdue, notre planète n'est pas perdue, notre esprit n'est pas perdu. Si nous faisons des pas comme nous en avons fait ces dernières décennies, mais oui, on va trouver des réponses, je n'ai aucun doute, à condition que nous choisissions notre parti dans l'affrontement, dans le match le plus profond de l'histoire des hommes. Et c'est Freud qui l'a dit le mieux. L'affrontement, c'est entre Eros, le dieu de la vie, le dieu de l'amour, et Thanatos, le dieu de la mort. Entre l'amour et la vie et la mort, il faut choisir. Aujourd'hui, la mort pèse trop sur notre manière de nous regarder, de voir l'avenir. Il y a là quelque chose de fascinant et d'éprouvant. La fascination pour le renoncement en face de la fatalité, le sentiment qu'il n'y a plus de chemin, le sentiment que nos semblables sont des ennemis, que parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau que vous, ou parce qu'ils ne sont pas nés dans votre petit coin du monde, ou parce que leur religion n'est pas la même, ou pas tout à fait la même, ou leur classe sociale, leur clan, leur caste n'est pas la même. Alors il faut les détruire et les réduire au silence. Et au fond, tout le combat de ma vie politique, il est citoyenne et un peu auteur de livres. Tout mon combat, c'est ça. C'est de sortir de la haine archaïque à l'égard de celui qui n'est pas semblable à nous. Et ça se retrouve absolument partout. Et au fond, les idées mènent le monde, c'est ça, c'est abolir la frontière qui existe entre eux et nous.